Bien, alors que ceux qui ont gardé un mauvais souvenir des cours d'alimentation pendant leurs études ne sortent pas. Vous allez voir, c'est parfois palpitant. Mais je vais essayer de faire à la fois simple sans être simpliste. Je vais organiser mon exposé en deux parties. La première concerne le lien entre performance et besoins nutritionnels, puisque pour établir des besoins, on a d'abord besoin de savoir ce que font les animaux, notamment selon leur type sexuel. Donc je ferai quelques rappels à ce sujet et on verra le lien assez évident, j'espère pour tout le monde à l'issue de l'exposé, entre composition du gain de poids et besoins nutritionnels. Dans une deuxième partie, je focaliserai mon exposé sur des récents résultats qui ont été obtenus notamment à la station de Romillet, qui est l'outil expérimental de l'IFIP, mobilisé depuis maintenant un peu plus de 3 ans sur l'actualisation des connaissances que l'on a sur le mal entier. Donc on détaillera des aspects conduite de l'alimentation et conduite tout court, puisque nous avons fait un comparatif port lourd, port standard. Alors dans les études qui portent sur la comparaison des performances selon le type sexuel, il y a naturellement, je me suis focalisée sur la comparaison mâle castré, mâle entier. Et puis, j'ai pas résisté au plaisir de vous rappeler des résultats aussi sur les femelles. Et plus récemment, donc, la littérature qui s'est enrichie de l'arrivée on pourrait dire un nouveau genre, donc à savoir les animaux immunocastrés ou vaccinés. Pour commencer, toutefois, je pense qu'il est intéressant d'avoir une idée de l'évolution de la consommation spontanée des animaux, notamment lorsque l'on pense au plan d'alimentation qu'on est parfois amené à mettre en place, notamment avec les machines à soupe. Donc ici, dans un essai qu'on avait publié il y a quelques années, on voit que les mâles castrés se situent à un niveau d'ingestion, donc consommation moyenne journalière, qui est systématiquement supérieure à celle des femelles et également supérieure à celle des mâles entiers, qui sont les animaux qui mangent le moins. Ceci dit, si on regarde, ça c'est un cas de figure dans une bande, il peut y avoir des écarts de performance sur le niveau d'ingestion. Bon, ici j'ai présenté que les courbes des mâles entiers, mais c'est également vrai pour les castrés et les femelles. Mais systématiquement, les mâles entiers ingèrent moins que les mâles castrés. Ça c'est une première idée. Deuxième idée que je voulais aborder, c'est l'évolution de la vitesse de croissance selon le type sexuel. Je trouve que trop souvent, dans la littérature, dans la presse, on voit que les mâles entiers poussent plus vite que les mâles castrés. Ça peut être vrai, c'est pas systématique. Donc ici, je vous ai rapporté quelques études que j'ai datées de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire que la plus ancienne étant ici, datant de 1975, où l'on voit que si on prend les performances des mâles entiers en base 100 et qu'on exprime relativement à cette base le niveau de GMQ des mâles castrés et des femelles, on s'aperçoit que, effectivement, dans certains cas, le mâle entier pousse plus vite que les castrés, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas, et parfois il pousse même moins vite. Donc à l'époque, on avait une étude dans la littérature sur la comparaison mâle entier, mâle vacciné, et vous voyez que depuis une douzaine d'années, la littérature s'est enrichie. Alors j'espère que ça se voit mieux dans votre document que j'ai gardé les essais antérieurs en grisé, parce qu'à l'écran c'est pas très facile. Et vous voyez que donc, c'est ce que vous disait Valérie, c'est que notamment les animaux vaccinés, vous voyez qu'ils ont tendance à pousser un peu plus vite que les mâles entiers, notamment en fin d'engraissement. Et on a toujours une hétérogénéité de résultats de performance entre les sexes relativement mâle entier. En moyenne, sur les études j'avais un autre visuel qui rapporte ici des résultats beaucoup plus récents, puisqu'en fait, l'hétérogénéité des performances que l'on peut relater dans la littérature, c'est lié au type génétique, aux gammes de poids, aux conditions d'élevage. Et il me semblait intéressant de rapporter ici des résultats récents qui ont été obtenus sur différents types de croisements, mais dans des conditions identiques, donc sur des contemporains. Donc à la fois des résultats obtenus à la station de testage du Reux dans une étude conjointe entre l'INRA et l'IFIP, et donc avec différents croisements qui sont indiqués ici, et des résultats donc à Romillet avec également différents types de Vera terminal. Et vous voyez que l'écart de performance se resserre un petit peu, mais globalement, on est quand même pas toujours au-dessus pour les mâles castrés et les relativement au mâle entier. Et en moyenne, sur l'ensemble des études qui sont ici, en fait, on s'aperçoit que, effectivement, le GMQ va être supérieur en moyenne de 3%, mais avec un écart type de 6%. Donc, en gros, vous rappelez-vous de vos cours de stats, on ne peut pas en tirer grand-chose en termes de conclusion sur ce qu'on va avoir. En revanche, l'idée claire, c'est que l'indice de consommation du mâle entier est systématiquement inférieur à celui du mâle castré. Là, par contre, vous pouvez mettre ça clairement dans votre mémoire. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ceci dit, l'effet de la non-castration sur l'indice de consommation, vous voyez qu'il peut être très, très variable d'un groupe de porcs à l'autre.
Donc ça, c'était du siècle dernier, on va dire. Plus récemment, vous voyez que les études les plus récentes indiquent bien, quelque part, l'effet de la sélection génétique pour des animaux à meilleure efficacité alimentaire, puisque globalement, on a resserré les écarts entre castrés et entiers. Et les résultats donc, les plus récents, donc toujours aux stations de testage au Romillet, vous voyez qu'on est sur des résultats beaucoup plus homogènes, y compris à partir de différents types de croisements. Et en moyenne, cette fois-ci, donc, on s'aperçoit qu'il y a une chute d'indice de consommation chez les mâles entiers par rapport aux mâles castrés qui est de 12%. Cette fois-ci avec un écart type beaucoup plus resserré, donc c'est vraiment quelque chose de significatif. Donc, tout d'abord, un premier point de choses à retenir sur la base des performances. On retiendra que le fait de ne pas castrer les mâles, ça permet de diminuer la consommation d'aliments et d'améliorer l'indice de consommation. On est sur des bases donc, de 10-12%, donc j'ai dû mettre 10 dans le document, mais on est à peu près sur ces eaux-là. Pas de différence systématique de vitesse de croissance. Si on se réfère maintenant aux conséquences de l'immunocastration, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Valérie, ce que j'ai essayé de vous illustrer, c'est qu'en fait, que ce soit en termes de consommation, d'indice de consommation, de vitesse de croissance, on va avoir des animaux qui seront intermédiaires entre mâles entiers et mâles castrés, du fait que pendant les dernières semaines d'engraissement, on a des animaux qui, pour faire court, migrent d'un statut mâle entier à un statut mâle castré. Maintenant, la liaison entre composition du gain de poids et besoins nutritionnels. Pour commencer, je rapporterai ici des résultats de dissection qui ont permis de mettre en évidence qu'on a tout d'abord une répartition différente des masses tissulaires entre ce que j'ai appelé le 5e quartier et la carcasse, ce qui correspond au 5e quartier, aux abats blancs, abats rouges, sang. On voit ici clairement qu'on a une augmentation de la fraction abats blanc qui est tout simplement liée à l'augmentation du poids de la masse de l'appareil reproducteur chez le mâle entier. Dans la carcasse, eh bien, ce que l'on constate, c'est en fait une augmentation de la teneur de maigre et une diminution de la teneur en gras. Donc, ce qui témoigne ici du fait que pendant la croissance, le porc ne fait pas le même type de gain de poids. Et en l'occurrence, lorsque l'on mesure la composition du gain de poids, ici la composition tissulaire, qu'on suit au cours de la croissance, on s'aperçoit que la teneur en muscle dans le gain de poids est de 5 points ici environ, supérieure à celle chez le mâle entier par rapport au mâle castré, avec une diminution concomitante du gras. Si on passe maintenant du niveau des tissulaires au niveau chimique, vous savez, tout ce que le muscle, c'est plutôt riche en protéines et en eau, et le gras plutôt riche en lipides. Oui, ça j'ai oublié. En fait, on s'aperçoit que la teneur en protéines dans le gain de poids est légèrement supérieure chez le mâle entier, mais ce que l'on note surtout, c'est une diminution de la teneur en lipides dans le gain de poids par rapport aux lipides. Sur l'ensemble des critères, les femelles sont intermédiaires entre les castrés et les entiers. Donc, s'il y a un petit peu plus de protéines et surtout beaucoup moins de lipides, ça veut dire que la teneur en énergie du gain de poids est inférieure chez le mâle entier. C'est ce qui apparaît ici, exprimé en énergie brute par kilo de gain de poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va observer un gain de poids de 1 kg pendant l'engraissement chez le mâle entier, eh ben, cet animal aura besoin d'autant d'acides aminés, voire un tout petit peu plus par jour, ou par kilo de gain de poids, mais surtout beaucoup moins d'énergie. Ce qui nous permet maintenant de passer à l'aspect besoin nutritionnel du mâle entier. Alors, au cours de la croissance, je vous l'ai dit, l'animal va déposer du muscle. Alors, le muscle égale protéines égale besoin en acides aminés. Donc, plus il y a de protéines déposées par jour, plus le besoin en acides aminés par jour va être élevé. Mais le besoin, le dépôt de protéines dépend aussi de la quantité qu'on apporte par jour à l'animal. Et en fait, en l'occurrence, lorsqu'on apporte de l'énergie qui permet le dépôt de muscles, également, il y a un dépôt de gras. Il faut avoir dans l'idée qu'actuellement, dans tous les types de porcs qui ont pu être étudiés dans les différentes équipes de recherche, pour 100 grammes de protéines déposées, au minima, il y aura toujours, au minima, 100 grammes de lipides. On n'a jamais réussi à démontrer qu'on pouvait réduire ce ratio en dessous de 1. Donc, évidemment, le ratio, il peut être à 2, à 3, à 4, mais au minima, il est de 1. Donc, il y a toujours des lipides déposés. Donc il s'agit ensuite, lorsqu'on formule un aliment, de faire le lien entre le besoin en acides aminés et le besoin en énergie du porc. Et c'est pourquoi on raisonne dans l'aliment les apports en acides aminés relativement à l'énergie, donc en grammes par mégajoule, enfin par unité d'énergie ingérée. Alors le fait
de formuler des aliments dont la teneur en acides aminés est inférieure aux besoins, vous pressentez déjà bien qu'on va avoir un problème qui va toucher plutôt ce compartiment-ci, puisqu'on n'aura pas assez de carburant quelque part constitutif pour déposer le muscle. Donc on va observer une diminution du taux de muscle, mais également une diminution de la croissance. Et comme l'animal ne pourra pas faire du muscle, il va faire du gras, on va observer une augmentation de l'indice de consommation. Alors vous pourriez vous dire, soyons largement au-dessus du besoin. Oui, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, on va avoir un apport inopportun d'acides aminés qui ne va pas être utilisé par l'animal, qui va se retrouver dans la fosse à lisier. C'est dommage parce que surtout dans le contexte actuel, ça coûte quand même un peu cher. Et globalement, donc, on arrive avec un coût de l'aliment, en plus des rejets, qui n'est pas acceptable. Donc l'objectif, quelque part, c'est que l'apport soit le plus proche possible du besoin pour permettre l'expression du potentiel de croissance. Voilà, j'ai fait un peu court, mais vous voyez pourquoi j'ai passé du temps sur la présentation des performances au préalable avant d'arriver sur la conduite alimentaire. Donc à partir des suivis réguliers d'animaux que nous avons pu faire en station, on a pu établir des cinétiques d'évolution des besoins en acides aminés en fonction du poids. Et je vous ai rapporté ici donc l'évolution des 3 types sexuels dans des conditions contemporaines. Et vous voyez que le niveau de besoin, quel que soit le poids pour les mâles entiers, est systématiquement supérieur aux femelles et aux mâles castrés, et ce de beaucoup. Parce que finalement, on aurait pu se dire, les femelles et les castrés, on sait depuis longtemps qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, mais finalement l'écart entre les deux était relativement mineur par rapport à l'écart que l'on peut observer entre les femelles et les mâles entiers. Donc la question se pose vraiment d'aller suivre les besoins de ces animaux-là. Donc à retenir sur ce niveau de besoin, exprimé en grammes par jour, il faudra apporter plus d'acides aminés au mâle entier pour pouvoir assurer le dépôt de protéines qu'il est capable de faire, et que le besoin du mâle entier est très supérieur à celui des femelles, supérieur au mâle castré. Donc, si on raisonne maintenant la teneur en acides aminés digestibles par mégajoule d'énergie nette, sur la base des résultats que je viens de vous présenter dans le graphique précédent, si on veut formuler un aliment croissance-finition pour chacun des types sexuels, on s'aperçoit qu'on peut identifier comme ça des niveaux absolus d'acides aminés à mettre dans l'aliment, et on voit qu'il y a un écart qui va être plus important entre mâle entier et les autres sexes. Alors ici, ce niveau dans l'absolu dépend du type génétique, de la gamme de poids, etc. Mais on peut retenir que finalement, on a à peu près, les études, on peut avoir quelques points d'écart ici, mais les différentes études tournent autour de cet écart de niveau là entre les besoins des mâles entiers et les autres sexes. C'est-à-dire on va essayer de formuler plutôt un aliment de type croissance à peu près 10-12% au-dessus de celui qu'on utilise actuellement, et plutôt un aliment finition un peu plus haut, parce qu'on voit que les besoins restent plus élevés en fin d'engraissement. Bon, là j'ai pris le cas d'une conduite biphase. On pourrait évoquer également le cas d'une conduite multiphase. Si on s'intéresse maintenant aux résultats récents que nous avons obtenus sur le mode d'alimentation. En fait, on a comparé 2 types de conduite. Une conduite alimentaire à volonté à sec ou à soupe. Dans le document, entre parenthèses, vous aurez noté qu'il faut inverser les deux figures, les 2 photos. Bon, qu'est-ce que nous avons observé? C'est que, vous voyez, que nous avons obtenu des GMQ tout à fait similaires dans les 2 systèmes, une consommation identique et pas d'écart d'indice de consommation. Pas de différence significative dans les 2 cas. Et en termes de caractéristiques de carcasse, de la même façon, nous n'avons pas observé d'effets significatifs différents entre les 2. Je précise juste que pour s'affranchir d'un effet technologie sur l'aliment, les aliments à sec et à soupe étaient distribués sous forme de miettes. Donc dans les 2 cas, on avait appliqué le traitement technologique, y compris pour fabriquer la soupe. Dans les 2 cas, nous avons eu un risque cumulé d'odeur lié soit à l'androsténone ou au scatol inférieur à 10%. En ce qui concerne maintenant le rationnement, nous avons fait plusieurs études dans lesquelles nous avons comparé des animaux en à volonté, soit dans le système à sec, donc ce qui correspond au point jaune ou orange, là, avec la droite orange, soit en système soupe, donc en bleu, et je vous ai rapporté également des résultats obtenus sur des animaux vaccinés. Et ce que l'on observe ici, donc plutôt que de vous présenter les faits selon le niveau d'alimentation, j'ai tout cumulé pour présenter la relation qu'il existait entre la vitesse de croissance et l'indice de consommation. Et ce qu'il apparaît ici dans cette étude, c'est qu'en fait, le fait de rationner les animaux a diminué leur vitesse de croissance. Donc on va vers là, l'intensité de rationnement elle est ici, sans conséquence, vous voyez, sur l'indice de consommation.
Donc, en l'occurrence, on peut se dire que donc il y a surtout un effet sur la vitesse de croissance. Ceci dit, nous avons également observé les risques d'odeur, et dans ce cas-là, on s'est rendu compte que si les animaux, quand les animaux à volonté avaient un niveau d'odeur un petit peu plus élevé, on s'apercevait que le rationnement permettait de corriger un petit peu ce risque d'odeur vers le bas. Valérie vous présentera que le rationnement a d'autres effets que uniquement zootechniques tout à l'heure. Si on regarde maintenant les caractéristiques de carcasse, donc ajustées pour un même poids chaud, on s'aperçoit que, tout d'abord sur la figure ici, on n'a rien sur le M2, et lorsqu'on regarde le G2, on s'aperçoit qu'on a vraiment une diminution du G2 lorsque les animaux sont rationnés, mais de façon très sévère. Et on verra que ce n'est pas forcément très opportun chez le mâle entier. En revanche, des rationnements modérés, que ce soit chez le mâle entier ou chez le vacciné, n'entraînent pas de différence de G2. Alors, vous allez me dire, mince, moi j'ai toujours appris que le rationnement permettait d'améliorer l'indice et le taux de muscle, et là on me dit que ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi ? Moi, j'aimerais qu'on passe un peu de temps là-dessus, parce que cet effet rationnement, on va l'observer ou non dans les élevages. Tout simplement pourquoi ? Quand on rationne les animaux, donc on va lire le graphique de droite à gauche, en général, on a une diminution continue du dépôt de gras ou de lipides. En revanche, la loi de réponse du maigre, muscle, protéines, n'est pas du tout la même. Ça veut dire que dans un premier temps, pour des animaux dont l'appétit serait par ici et le potentiel de dépôt musculaire atteint pour ce niveau d'ingestion, eh bien, le fait de rationner ici, en fait, va avoir un effet uniquement sur le gras, pas sur la protéine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la période, c'est vraiment la gamme d'apports alimentaires où il est intéressant de rationner, parce qu'on diminue l'indice et on améliore le taux de muscle. En revanche, lorsque l'on rationne au-delà de cette limite, en fait, là, on touche de la même façon les lipides et les protéines, et le fait de rationner conduit à une réduction de la vitesse de croissance, mais sans aucun effet sur l'indice ou le taux de muscle, voire même parfois dans une augmentation de l'indice. Donc, ça dépend vraiment où se situe le niveau d'ingestion relatif à volonté par rapport au potentiel de dépôt de muscle des animaux. Et en l'occurrence, dans les études que nous avons menées à la station de Romilly, nous avons observé que le niveau d'ingestion à volonté des mâles entiers, vaccinés ou non, en fait, se situait sans doute à un niveau proche du moment où ils sont capables d'exprimer leur potentiel musculaire. Donc l'ADLIB coïncide avec l'expression de ce potentiel, d'où l'intérêt non vérifié du rationnement chez ces animaux. Le dernier essai dont je souhaitais vous parler concerne un comparatif du poids de la durée d'engraissement vers la production de porc standard ou lourd. Nous avons dans cet essai prolongé la durée d'engraissement d'environ 3 semaines. Donc au lieu de les abattre vers 116 kg, on les a abattus vers 134 kg. Et ce qui apparaît ici, c'est un maintien vraiment de la vitesse de croissance à un niveau très élevé, y compris jusqu'à 134 kg. Donc là, on s'aperçoit vraiment qu'on a sélectionné des animaux qui ont la possibilité, contrairement à ce qu'on pouvait observer il y a 15, 20, 30 ans, ils peuvent maintenir leur vitesse de croissance à un niveau très élevé, au-delà du poids habituel d'abattage. Nous avons observé une augmentation significative de l'indice de consommation. Ceci dit, lorsqu'on regarde les caractéristiques de la carcasse, ça permet de nuancer un peu les raisons pour lesquelles l'indice augmente. C'est que, on a une petite augmentation du rendement à chaud qui est tout à fait classique, puisque le cinquième quartier représente une proportion de moins en moins importante de l'animal quand il s'alourdit. Mais ce que l'on observe, c'est que le M2 et le G2, qui sont évidemment plus importants chez les animaux abattus lourds, en fait, augmentent dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que le rapport ici, il reste stable aux alentours de 4,4, 4,5. Un petit chouïa ici, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans les mêmes niveaux de rapport. Donc, ce qu'on interprète sur la raison pour laquelle l'indice augmente ici, c'est plus par une augmentation des besoins, on va dire, d'entretien, de survie de l'animal pour son activité physique, pour sa survie, plutôt qu'une modification importante du gain de poids au-delà du poids standard d'abattage. Donc pour terminer mon exposé, donc, je dirais qu'il faut retenir qu'il est tout à fait possible de conduire l'alimentation des mâles à sec ou en soupe. Ça nous ouvre quand même une certaine plasticité dans la conduite alimentaire. Il est conseillé de les alimenter de façon libérale, donc pour différentes raisons, qui sont tout d'abord pour valoriser les performances, y compris jusqu'à des poids d'abattage, vous l'avez vu, relativement élevés.
Je précise juste qu'on est quand même dans des bonnes conditions d'élevage. Là, on parle vraiment de ce que les animaux sont capables de faire. Est-ce qu'ils sont capables de le faire dans tous les élevages? C'est un autre sujet. Valérie vous présentera les conséquences du rationnement sur des aspects plutôt comportement qui font que non seulement il n'y a pas d'intérêt, on va dire, zootechnique, mais en plus comportemental, on risque de se poser des problèmes si on rationne ces animaux-là. Et autre point, c'est qu'on sera amené à moduler le conseil d'alimenter à volonté les animaux selon le niveau de risque de base d'odeur désagréable de l'élevage. Tous les élevages ne sont pas au même niveau de référence. Si on a un niveau de risque élevé, on sera peut-être amené à revoir à la baisse le niveau d'alimentation et également ajuster les caractéristiques de l'aliment. C'est ce que vous présentera Didier tout à l'heure.